Bonjour à tous et bonjour à nouveau pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes centrées sur thrombopénie et grossesse. Donc dans cette vidéo, nous allons concentrer le propos sur PTI grossesse, prise en charge thérapeutique. On commence par une vignette. La même patiente que dans la vidéo précédente, femme de 22 ans, c'est sa première grossesse, elle est originaire du Bénin, elle est arrivée en France très récemment. Et elle consulte dans un premier temps à 24 semaines d'aménorrhée pour une thrombopénie à 74 000, pour laquelle vous confirmez le diagnostic de PTI. Je ne reviens pas sur les détails des examens qui ont conduit à retenir le diagnostic de PTI. Cette patiente revient 3 semaines plus tard, donc on est à 27 semaines d'aménorrhée. Elle est asymptomatique, l'examen clinique est normal, il n'y a pas de manifestation hémorragique, ce qui n'est pas toujours facile à voir chez une patiente ayant une peau noire, mais les plaquettes, cette fois-ci, sont à 31 gigas. Donc 27 semaines d'aménorrhée, première grossesse, femme n'ayant pas d'antécédents pathologiques déterminants. Et quelle est votre attitude thérapeutique? Est-ce que vous lui proposez de la prédnisone, 1 mg kg jour pendant 2 semaines? Est-ce que vous faites des immunoglobulines intraveineuses parce qu'elle est enceinte et vous ne voulez pas prendre de risques? Est-ce que vous êtes très agressif et vous proposez d'emblée du rituximab? Est-ce que vous lui proposez des agonistes du récepteur de la TPO pour éviter à cette jeune femme de recevoir des corticoïdes pendant la grossesse? Ou est-ce que finalement vous êtes d'un tempérament relax et vous décidez de ne rien faire? Alors moi, j'aurais rien fait. On peut très bien proposer à cette patiente un éventuel test aux corticoïdes en mettant de la prédnisone à 1 mg kg jour. Elle a 31 000 plaquettes, on est à 27 semaines d'aménorrhée, mais bon, 27 semaines d'aménorrhée, ça veut dire qu'il y a encore minimum 11 semaines à attendre. Il est probable, il est possible qu'elle réponde, mais à 31 000 plaquettes, globalement, il ne se passera rien. C'est-à-dire que le message de la du topo, c'est que le PTI au cours de la grossesse est exceptionnellement grave. Le risque, il est maternel et non fœtal, c'est-à-dire que pendant toute la durée de la grossesse, il n'y a pas de risque de thrombopénie fœtale. Nous ne sommes pas du tout dans la même situation que les thrombopénies par incompatibilité de groupes plaquettaires, donc les thrombopénies néonatales qui sont des complications extrêmement graves pour le fœtus. Là, pas du tout. Une femme qui a 20 000, 30 000 plaquettes, 10 000 plaquettes, 5 000 plaquettes, le fœtus ne va pas saigner. Dans notre expérience, nous avons vu une seule fois une patiente qui a eu une hémorragie fœtale, mais chez un fœtus qui avait d'autres complications. Donc, le risque, il y a la préparation à l'accouchement, mais avant l'accouchement, pendant toute la grossesse, nous allons traiter cette patiente comme si elle n'était pas enceinte. C'est-à-dire que le fait d'être enceinte ne majore pas le risque hémorragique et n'entraîne pas de risque chez le fœtus. Et donc une femme qui a 31 000 plaquettes et qui ne saigne pas, il n'y a pas d'urgence à lui donner un traitement. Quand on regarde les données de la littérature, il y a seulement 4% de risque hémorragique dit sévère. Et pour ceux qui ont écouté une des vidéos précédentes, vous avez bien vu que dans notre expérience qui porte sur plus de 110 grossesses, nous n'avons jamais vu de complications hémorragiques sévères. Le traitement, il est à débuter, bien évidemment, si la patiente est symptomatique. Là, c'est clair qu'une femme qui a un PTI, quel que soit le chiffre de plaquettes, si vous avez du purpura, une épistaxis, des gingivorragies, là, vous allez vous en occuper. Et quand on regarde les recommandations internationales, il est indiqué qu'il faut traiter la patiente si elle a moins de 30 000 plaquettes, qu'elle ne saigne ou qu'elle ne saigne pas, et en particulier au dernier trimestre. Je suis sans relatif désaccord avec cette proposition qui est dans tous les guidelines, parce qu'en fait, cette proposition ne repose sur rien d'autre que des avis d'experts. Et par exemple, quand on discute avec Terry Gernsheimer, qui a rédigé les recommandations américaines, son discours, c'est de dire « Oui, s'il y a 20 000 plaquettes, il ne se passera rien, mais je sais que les cliniciens vont quand même traiter. » Je suis en désaccord et il nous est clairement arrivé de garder des patientes avec 20 000 plaquettes sans traitement. Bien évidemment, il faut que la patiente ne saigne pas, il ne faut pas qu'elle ait de comorbidité. Vous êtes d'autant plus à l'aise pour faire ça que si la patiente a un PTI qui est déjà connu, vous savez qu'elle est corticosensible en cas de problème.
Et c'est vrai que si les plaquettes sont très basses, au fur et à mesure qu'on s'approche du terme, ça peut devenir moins confortable parce qu'une femme peut avoir un accouchement prématuré. Et si elle accouche prématurément avec 15 000 plaquettes, c'est bien évidemment un petit peu plus compliqué à gérer. Mais ce que je veux dire sur cette diapositive, qui est vraiment le message essentiel du topo, il faut absolument éviter les surtraitements. Je pense que le message est passé, que nous voyons moins, comme nous le voyions il y a quelques années, de femmes qui pendant 9 mois vont recevoir des corticoïdes, des perfusions répétées d'immunoglobulines, parce qu'elles ont 25 000 plaquettes, parce que les cliniciens sont anxieux, parce que les obstétriciens sont anxieux, parce que la patiente et son conjoint sont anxieux. On ne traite pas l'anxiété d'un patient, on traite une maladie. L'anxiété doit bien évidemment être prise en compte, mais ne doit pas conduire à une escalade thérapeutique et à des effets secondaires. Donc, pendant la grossesse, tant que la patiente ne saigne pas, vous pouvez très bien rester en abstention thérapeutique. Si la thrombopénie est vraiment très profonde, là, vous allez pouvoir être amené à donner des traitements, mais évitez des corticothérapies prolongées ou des injections répétées d'immunoglobulines dès lors qu'il n'y a pas de manifestation hémorragique. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme traitement au cours de la grossesse ? Pas grand-chose. On a droit aux immunoglobulines et on a droit aux corticoïdes. Les anti-D, je passe parce que ce n'est pas disponible en France. Vous savez que l'azatioprine, l'Immurel, est le seul immunosuppresseur avec la cyclosporine qu'on peut utiliser pendant la grossesse. Il nous est arrivé d'utiliser l'azatioprine pendant la grossesse, mais avec le bémol que l'azatioprine met souvent du temps à agir. Donc ce n'est pas forcément un très bon traitement, mais occasionnellement, ça a pu rendre des services. La dapsone, la dizulone, est un médicament qui en théorie n'est pas contre-indiqué pendant la grossesse, mais c'est un médicament qui, dans notre expérience, donne des manifestations cutanées qui peuvent être sévères dans 7 à 10% des cas. Et objectivement, une femme qui est sous dapsone, stabilisée, qui fait un bébé, je vais lui laisser la dapsone, mais une patiente qui a un PTI de novo, je me garderai d'utiliser la dapsone en première ligne au cours du PTI si elle n'en a pas reçu avant. Les agonistes du récepteur de la TPO, c'est une question qu'on nous pose tout le temps. Nous n'avons pas de données. Certes, il y a des cas cliniques rapportés dans la littérature qui portent sur un patient par-ci, un patient par-là. Nous n'avons pas de données et dans l'immense majorité des cas, on peut traiter un PTI pendant la grossesse avec des corticoïdes et ou des IGIV et on peut se débrouiller pour être le plus économe possible en médicaments. Dans des situations d'impasse thérapeutique extrême, il nous est arrivé de faire des agonistes. Ça doit rester une exception et ça doit relever sur l'indication d'un centre de référence. Rituximab, même chose. Il nous est arrivé très occasionnellement de faire du rituximab pendant la grossesse. C'est en théorie contre-indiqué, mais il y a des données dans la littérature, en particulier une étude dans Blood portant sur plus de 50 malades, montrant que le traitement est relativement bien toléré. Il y a un risque de lymphopénie chez le bébé, mais il n'y a pas eu d'infection grave. Et puis les autres médicaments, le cyclophosphamide, les alcaloïdes de la pervenche sont formellement contre-indiqués, de même que le danazol. Alors cette patiente, finalement, vous avez assisté à la vidéo, donc vous ne lui avez donné aucun traitement, et vous êtes maintenant à 36 semaines. Je vous rappelle qu'à 24 semaines, elle avait 31 000 plaquettes, et sans que vous ne fassiez rien, à 36 semaines, on s'approche tranquillement de l'accouchement, et la patiente a 42 000 plaquettes. Elle ne saigne pas, l'examen clinique est normal en dehors de la grossesse. Quels conseils donnez-vous en vue de l'accouchement ? Donc là, on est à 36 semaines, donc à partir de 38 semaines, on va commencer à se poser la question d'un accouchement. Vous ne faites aucun traitement, vous attendez, 42 000 plaquettes, vous jugez qu'il n'y a pas de modification thérapeutique à faire. Vous prenez contact avec l'obstétricien pour programmer une césarienne. Vous donnez une corticothérapie orale en espérant qu'elle montera à plus de 50 000 parce que c'est le seuil de plaquettes que vous estimez nécessaire pour un accouchement par voie basse, voire une césarienne. Ou vous donnez des corticoïdes par voie orale en espérant atteindre 75 000 plaquettes parce que vous pensez que la patiente va vouloir une péridurale. Et éventuellement, vous rajoutez des IGIV parce que vous êtes un interniste prudent, voire craintif, et vous vous arrangez pour que la patiente ait 150 000 plaquettes en cas de péridurale. Alors, la réponse, c'était à 36 semaines, on peut commencer à discuter de donner des médicaments. Et là, clairement, je pense que la corticothérapie orale, à la dose de 1 mg kg jour, est une bonne alternative à proposer à cette patiente.
Il n'y a pas d'indication à lui faire des IgIV, puisque cette patiente n'est pas connue comme étant corticorésistante, et les IgIV doivent être réservés aux patientes qui sont corticorésistantes ou qui ont une contre-indication formelle aux corticoïdes, les contre-indications formelles aux corticoïdes étant quand même plus qu'exceptionnelles. Le seuil attendu, si vous voulez un accouchement par voie basse ou une césarienne, c'est au minimum 50 000 plaquettes. Et si vous voulez une péridurale, c'est 75 000. Ce sont les recommandations de la Société française d'anesthésie-réanimation. Dans les recommandations internationales, c'est 80 000. Dans le PNDS, je pense qu'on a mis 75 000. Vous allez rencontrer des anesthésistes ou des obstétriciens qui exigent 100 000. Je trouve que c'est dommage d'exiger 100 000 alors qu'il y a des recommandations et que s'il y a des recommandations, c'est fait quelque part pour rassurer les équipes, éventuellement les protéger en cas de problème judiciaire. Mais bon, je vois encore des anesthésistes exigeant 100 000 plaquettes et c'est dommage parce qu'on peut être conduit à faire des inflations thérapeutiques qui ne sont objectivement pas totalement justifiées. Donc, si je récapitule la grossesse, pendant toute la grossesse, vous allez traiter votre patiente comme si elle n'avait pas de bébé. Donc vous allez essayer d'être économe en médicaments. Et quand on s'approche du terme, là, il va falloir gérer l'accouchement et c'est un autre registre. Alors l'accouchement, premièrement, équipe médico-obstétricale qu'à l'habitude. Je pense que c'est idéal depuis le début. Est-ce que ça doit forcément être une maternité de niveau 3 ? Oui, si c'est un PTI extrêmement sévère, où il y a un très fort risque de thrombopénie néonatale, etc. Mais sinon, ce n'est pas gravé dans le marbre que ça doit être une maternité de niveau 3, mais ça doit être une maternité qu'à l'habitude, et surtout, ça doit être une maternité où les obstétriciens et les sages-femmes ont l'habitude de communiquer avec le médecin, hématologue ou interniste qui va prendre en charge cette jeune femme pendant sa grossesse. Le choix de l'accouchement n'est dicté que par des motifs obstétricaux. Il n'y a en aucun cas une indication à faire une césarienne. Ça, maintenant, c'est bien passé dans les mœurs. Nous faisons ce que nous écrivons et dans notre expérience sur Mondor, sur maintenant 140 ou 150 grossesses au cours du PTI, nous avons un peu plus de 70% d'accouchements par voie basse, ce qui est pratiquement très proche des fréquences observées dans la population générale. Comme je l'ai dit, le chiffre de plaquettes recommandé pour l'accouchement est de 50 000 et idéalement, si vous voulez une péridurale, 75 000. Il n'y a pas d'indication à faire des transfusions de plaquettes systématiques et les traitements à utiliser sont la corticothérapie orale en utilisant les immunoglobulines uniquement chez une patiente qui est corticorésistante. Alors la patiente reçoit une corticothérapie orale avant l'accouchement, permettant une remontée des plaquettes à plus de 100 000. L'accouchement a lieu par voie basse et permet la naissance d'un bébé de 3,6 kg. Et la numération du bébé au niveau du sang du cordon à la naissance montre l'existence d'une thrombopénie modérée, mais une thrombopénie à 55 gigas. Le bébé ne présente aucun syndrome hémorragique. Quelle est la conduite à tenir chez ce bébé ? Est-ce que vous décidez de contrôler les plaquettes entre J2 et J5 ? Puisque là, vous avez les numérations de plaquettes au moment de la naissance. Est-ce que vous lui faites une écho transfontanellaire ? Est-ce que vous lui donnez des corticoïdes ? Est-ce que vous lui donnez des IgIV ? Est-ce que vous lui transfusez des plaquettes ? Ou est-ce que vous décidez dans l'immédiat de ne rien faire ? Indispensable de faire une numération des plaquettes entre J2 et J5 chez ce bébé. Clairement, chez un certain nombre de nouveau-nés, vous allez avoir une diminution du chiffre de plaquettes entre la naissance et le J2 à J5. Donc le nadir du chiffre de plaquettes est souvent entre J2 et J5. Si les plaquettes du nouveau-né à la naissance sur le sang du cordon sont strictement normales, certaines équipes ne font pas de contrôle à J2 et J5 en disant que la probabilité pour que le bébé ait entre J2 et J5 une thrombopénie symptomatique et profonde est très faible. Ils ont peut-être raison et je pense que le registre Tigro nous donnera une réponse plus argumentée pour justifier ou contredire cette attitude. L'écho transfrontanellaire, elle n'était pas indispensable dans le cas présent, elle est nécessaire lorsque les bébés ont moins de 50 000 plaquettes. Et là, dans l'immédiat, il n'y avait aucun traitement à proposer. En effet, les recommandations du PTI néonatal sont un contrôle systématique des plaquettes entre J3 et J5. Si les plaquettes sont inférieures à 50 000, écho de la transfontanelle systématique pour rechercher un éventuel hématome sous-dural qui serait passé inaperçu. Si les plaquettes sont entre 20 et 50 000, immunoglobulines seules.
les néonatologistes n'aiment pas utiliser les corticoïdes chez les nouveau-nés. Si les plaquettes sont inférieures à 20 000, transfusion de plaquettes et immunoglobuline intraveineuse. Et s'il y a une indication aux immunoglobulines, il faut savoir que les thrombopénies néonatales guérissent toujours, il n'y a pas de PTI chronique, mais elles peuvent parfois mettre plusieurs semaines pour disparaître et il est parfois nécessaire de répéter les injections d'immunoglobulines. L'allaitement est autorisé, le PTI n'est pas une contre-indication à l'allaitement. Et je terminerai avec cette étude qui est assez amusante, qui n'a jamais été confirmée par d'autres articles, par d'autres équipes, qui est une étude israélienne publiée dans Blood, d'enfants qui avaient des thrombopénies néonatales prolongées, enfants nés de mères atteintes d'un PTI. Et en fait, ils ont démontré la présence d'anticorps antiplaquettes d'isotype IgA présents au niveau du lait maternel. Et en arrêtant l'allaitement, ils ont pu corriger les thrombopénies des nouveau-nés. Donc ça, est-ce que c'est un gadget? Je ne sais pas. Donc notre attitude est de ne pas contre-indiquer l'allaitement, mais si au décours de la grossesse, sous allaitement, votre bébé reste thrombopénique, là je pense qu'il faut se poser la question. Donc je terminerai en disant que PTI et grossesse, les messages, c'est attention au surtraitement, c'est vraiment le message principal, c'est en caractère gras. Pendant la grossesse, pas de majoration du risque hémorragique, donc vous allez traiter la patiente comme si elle n'était pas enceinte. Et si la thrombopénie est profonde et symptomatique, là vous avez la possibilité de la traiter en utilisant vraiment en première intention les corticoïdes et les immunoglobulines. En cas d'échec des corticoïdes et des immunoglobulines, je pense qu'il est raisonnable de prendre un avis spécialisé auprès d'un centre de référence ou d'un centre de compétences. Pour l'accouchement, le seuil de plaquettes souhaité est de 50 gigas et 75 gigas en cas de péridurale. L'accouchement, voix basse, c'est l'obstétricien qui décide. Si l'obstétricien juge qu'il y a des difficultés obstétricales qui se profilent, il peut tout à fait recourir à une césarienne. Et l'accouchement, il faut éviter les manœuvres instrumentales, éviter les forceps, éviter les ventouses, en sachant que ça c'est un discours d'interniste qui n'a jamais accouché personne et que parfois on n'a pas le choix. Entre forceps et ventouses, il vaut mieux utiliser les forceps. La thrombopénie néonatale possible est parfois retardée, donc ne pas oublier le contrôle des plaquettes entre J2 et J5. Et en cas de thrombopénie néonatale, je ne reviens pas sur les indications thérapeutiques qui ont été détaillées lors des diapositives précédentes, mais qui sont résumées sur cette diapositive. Je vous remercie.